À l'ordre du jour du Conseil des ministres, un projet de loi instituant un chef de l'opposition et un projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. Signature d'accords tripartites d'un montant de 600 millions de francs entre la Banque africaine de développement, l'État de Côte d'Ivoire et la FAO dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. À l'étranger, le nouveau président béninois Patrice Talon a prêté serment. Il a annoncé qu'il ne fera qu'un mandat et mettra en place de grandes réformes politiques et institutionnelles. 422 millions d'adultes souffrent de diabète dans le monde. C'est le triste bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi définissant le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques. Il institue un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures permettant de le désigner. Un projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution a été également adopté en Conseil des ministres. Le compte-rendu est signé Awa Touré. L'opposition ivoirienne aura désormais un chef. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 6 avril, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a ainsi défini les règles et procédures de désignation de ce chef. Le premier projet de loi porte sur le statut de l'opposition politique. Ce projet de loi définit le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques et il institue un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures qui permettent de désigner ce chef de l'opposition. En l'occurrence, le chef de l'opposition sera le candidat ou le chef du parti ou groupement politique arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Donc le chef de l'opposition, en quelque sorte, est désigné par le suffrage universel, puisque c'est celui qui arrive immédiatement après celui qui est élu président de la République. Ce projet de loi donc va consolider la démocratie en cours en Côte d'Ivoire, renforcer le rôle des partis, se réclamant de l'opposition dans la construction de l'unité nationale et dans la cohésion nationale. Le référendum annoncé par le président de la République est en préparation. Un projet de loi organique relatif à l'organisation de cette consultation populaire va être soumis à l'Assemblée nationale. Le code électoral en vigueur dans notre pays ne prévoit pas l'organisation d'un référendum. Donc, pour permettre l'organisation de ce référendum, il y a lieu de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi organique. Une loi organique a l'effet de déterminer les modalités de la tenue de ce référendum. Et ces modalités, c'est par exemple la définition du collège électoral, c'est les conditions de tenue de la campagne, c'est les opérations de vote, les conditions de proclamation du résultat. Le Conseil des ministres a par ailleurs déploré les violents affrontements survenus à Bouna et qui ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé les mesures sécuritaires dans la région avec le déploiement dès les premiers jours de 1037 éléments des forces de défense et de sécurité. Des médicaments de première nécessité, des vivres et des non-vivres ont été convoyés sur place. Une mission gouvernementale a également été menée dans la région dès le début de la crise avec l'objectif d'apaiser la situation, ramener la cohésion sociale et en même temps apporter la compassion et le réconfort de la nation aux familles des disparus et des blessés. Au terme de la dernière mission gouvernementale, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le roi de Bouna, tous les chefs de communauté ainsi que les cadres et élus se sont fermement engagés à tout mettre en œuvre pour amener le calme et la paix dans cette région. Un séminaire interministériel est également prévu. Il se tiendra le 27 avril prochain et il aura pour objectif de réfléchir aux moyens de prévention et apporter une réponse globale, une réponse nationale au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le Conseil, au titre des communications,
a annoncé la participation de la Côte d'Ivoire à 2 importants rendez-vous, notamment le 13e forum de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie et le forum des marchés émergents à Paris. Voilà, sachez que le communiqué complet de ce Conseil des ministres vous sera proposé après le journal et puis juste après le Conseil des ministres qu'il a présidé. Le chef de l'État a reçu en audience Anas Sefrioui, directeur général du groupe marocain Adoua. L'homme d'affaires marocain est venu faire le point des investissements réalisés par son groupe en Côte d'Ivoire depuis 2011, des investissements qui se portent à 80 milliards de nos francs. Pour autant, Anas Sefrioui annonce que son groupe va accroître son implantation dans notre pays. Le compte-rendu est signé Mamadou Traoré et Awa Touré. En Côte d'Ivoire, le groupe Adoua est présent dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. De 2011 à aujourd'hui, le groupe marocain a investi 80 milliards de francs CFA, selon son président-directeur général, Anas Sefrioui. Reçu ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, il a annoncé la volonté de son groupe d'accroître ses activités en Côte d'Ivoire. Nous allons lancer un deuxième projet à San Pedro, donc une cimenterie de San Pedro de 1 million de tonnes, ce qui amènera le groupe à une capacité de production de ciment de 2 millions de tonnes. Et donc l'usine sera opérationnelle de San Pedro maximum fin 2017. Par la même occasion, nous lui avons parlé de l'usine que nous avons installée, une sacherie pour alimenter l'ensemble des usines de Côte d'Ivoire et la région. Donc c'est une usine qui a une capacité de 100 millions de sacs, une des plus grandes usines, je dirais, de pays d'Afrique et même du Moyen-Orient. Les investissements aujourd'hui tournent autour de 80 milliards de francs CFA et 15% des investissements sont prévus pour l'environnement. Nous nous sentons chez nous en Côte d'Ivoire. Fort de cette hospitalité, Anas Sefrioui fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire auprès des patrons marocains. Chaque fois qu'un ami ou un confrère marocain me pose la question où je dois investir en Afrique, je recommande la Côte d'Ivoire. La présence du groupe Adoua en Côte d'Ivoire illustre la politique de coopération sud-sud menée par le Royaume du Maroc ces dernières années. Une politique qui lui vaut d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Deuxième audience à l'agenda du chef de l'État ce mercredi, celle accordée à James Doddridge, sous-secrétaire d'État, ministre pour l'Afrique, les territoires d'outre-mer et les Caraïbes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Au menu des échanges, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Grande-Bretagne entend notamment intensifier ses investissements en Côte d'Ivoire. Notons que James Doddridge est à Abidjan pour une visite de 72 heures qui a démarré depuis mardi. Et puis, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, a eu une séance de travail avec la Task Force de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, définir un cadre formel dans lequel pourraient émerger des champions nationaux de l'entrepreneuriat. Les détails avec Sidonie Ouaka Davila. Cette séance de travail, la deuxième du genre, aura permis, au dire du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, de conceptualiser certaines mesures qui, à terme, devraient permettre, d'une part, aux PME, petites et moyennes entreprises, locales, de devenir de grandes entreprises et d'autre part, de favoriser une floraison de sociétés ivoiriennes. Nous sommes en train de travailler sur un cadre qui puisse permettre l'éclosion de champions nationaux, voire régionaux. C'est dans ce concept-là que nous avons rencontré le Premier ministre pour voir ensemble quelles sont les mesures à mettre en place pour booster les entreprises nationales. À la fin du processus CGC Academy, il s'agira entre autres d'ouvrir une réflexion franche et transparente sur le rôle des champions nationaux dans la création de prospérité et de disposer d'une définition commune pour établir à terme une feuille de route permettant d'accélérer l'émergence de champions nationaux, de faire participer les pouvoirs publics aux discussions relatives aux défis de l'entrepreneuriat, de célébrer et d'encourager les entrepreneurs en leur offrant des solutions concrètes.
Le 21 avril prochain, à l'ouverture de la CGC Academy, il est prévu le lancement du concept des champions nationaux. Il donnera suite d'ici la fin de l'année à l'annonce des mesures qui vont sous-tendre ce concept. Et je vous le disais en titre, signature d'un accord tripartite ce mercredi entre la Banque africaine de développement, l'État de Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en marge de la 29e conférence régionale de la FAO. Montant de l'accord, plus de 600 millions de nos francs, et c'est dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Reportage Noël Niagno. Par la signature de cette convention, le gouvernement ivoirien reçoit un appui de plus de 600 millions de francs CFA de la BAD sous le regard de la FAO. Cet appui va permettre à la Côte d'Ivoire de venir à bout de la grippe aviaire. Kobena Kwasi Adjumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, s'est déclaré satisfait. Ce sont les éleveurs qui sont d'abord heureux, les consommateurs aussi, puisque les moyens qui sont mis à notre disposition vont être utilisés pour éradiquer définitivement tous les foyers de grippe aviaire. Rappelons qu'en 2015, la FAO avait déjà déboursé la somme de 300 millions de francs CFA pour contenir la grippe aviaire. À ce jour, selon le ministre Kwasi Adjumani, le mal a été contenu, mais la vigilance reste de mise. La constitution des pays africains à la production mondiale de café est très faible, 17 millions de sacs de 60 kilos sur plus de 140 millions à travers le monde. Ce mercredi, le secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café a animé une conférence de presse invitant les pays africains à accroître leur production de café. Les explications de Francis Boifo. Sur une production mondiale de 140 millions de sacs de 60 kg de café en 2015, l'Afrique n'a fourni que 17 millions de sacs, soit une productivité de 350 kg par hectare. Trop faible selon l'Organisation interafricaine de café, OIAC. La productivité actuelle est de 350 kg par hectare. Nous avons donc besoin de doubler cette production ou bien de la tripler. Et la production en Afrique est de 17 millions de sacs. Le besoin est d'accroître cette production de 25 à 30 millions de sacs. Pour ce faire, l'OIAC invite les pays africains à l'atteinte des objectifs pour le développement durable des Nations Unies, dont 5 ont un impact sur les producteurs de café africains. Il s'agit entre autres d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, de promouvoir une agriculture durable, de lutter contre le changement climatique et ses conséquences sur l'agriculture et de gérer durablement les forêts. Tous les pays africains doivent donc garantir la vulgarisation des services d'éducation et des intrants agricoles pour être sûr que tout cela rentre donc dans la relance de la caféiculture. Lors de cette conférence sur les objectifs pour le développement durable des Nations Unies, le secrétaire général de l'OIAC est revenu sur l'engagement de sa structure à travailler à la mise à disposition des paysans des semences de qualité. Objectif, augmenter la production africaine de café, actuellement de 17 millions de sacs de 60 kg à 25 ou 30 millions de sacs. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a reçu une délégation de promoteurs de la Foire internationale de Chine, conduite par Yao Dehong, directeur général du Bureau des PME de Guangdong, venu inviter la Côte d'Ivoire à prendre part à la 13e édition de la Foire internationale des PME de Chine, qui se tiendra en octobre prochain à Guangdong, la région la plus peuplée de Chine. Et puis des experts issus de 9 pays africains sont réunis depuis hier à Abidjan. Il s'agit de faire le point de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les pays concernés grâce au programme d'appui à l'accélération à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement, appelé PADEA, un partenariat financé par les Pays-Bas. Gabriel Zani pour le reportage. De 2013 à 2015, 9 pays d'Afrique occidentale et centrale ont bénéficié d'un programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, PADEA. Des experts des pays concernés sont réunis à Abidjan pour faire le point de la réalisation des projets avec les partenaires financiers et techniques dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Sur les 9 pays bénéficiaires, 4 ont atteint l'objectif 7 des OMD en matière d'accès à l'eau potable et 3 ont fait des progrès remarquables.
En 2015, les résultats obtenus dans les pays sont notables. En Côte d'Ivoire, par exemple, plus de 117 000 personnes ont bénéficié d'eau potable grâce à la construction et à la réhabilitation des points d'eau. Dans l'assainissement, 46 106 latrines construites au profit de plus de 450 000 personnes, ce qui signifie la fin de la défécation à l'air libre pour près de 1400 localités. Un certain nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement. Il s'agit de la mise en place du groupe eau, hygiène, assainissement, regroupant tous les acteurs du secteur. Le PADEA est un projet né de l'engagement des Pays-Bas à améliorer les conditions de vie de 5 millions de personnes dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, la Sierra Leone. L'eau et l'assainissement sont des choses principales. C'est nécessaire pour la famille et pour la santé. Et le peuple hollandais, il a donné d'argent en contribution à UNICEF pour faire sûr qu'il y a des populations dans les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y a de l'eau et l'assainissement disponibles. Financée à hauteur de 50 milliards de francs CFA par les Pays-Bas, cette revue annuelle est la 3e du genre depuis le lancement du PADEA en 2013. Le but, freiner la mortalité des populations vulnérables, comme les femmes et les enfants. On s'intéresse maintenant au MIP TV, le marché international des programmes TV qui se poursuit à Cannes. Il rassemble tous les acteurs internationaux de l'industrie audiovisuelle à venir acheter ou vendre des contenus TV. La RTI participe aux échanges, nous dit notre envoyée spéciale Christelle Mena. Elles sont chaînes publiques ou privées et partagent presque les mêmes problématiques dans ce contexte de mondialisation des contenus TV. Du Canada, du Danemark, de la Pologne, d'Italie et de la Côte d'Ivoire avec la RTI, ces chaînes de télévision se sont rencontrées lors d'un panel au MIP TV. L'occasion d'un partage d'expériences et de visions. Traditionnellement, la Côte d'Ivoire a toujours été réputée pour ses séries de comédies, mais depuis un certain temps, les genres ont commencé à se diversifier et nous nous sommes lancés dans la production de comédies romantiques et dramatiques et également de séries policières avec beaucoup d'action. Fiction, programmes TV sont aujourd'hui et de plus en plus les fruits de coproduction internationale. Le business des contenus TV explose et le Sud est à nouveau l'Eldorado. Mais l'Afrique notamment ne doit plus se contenter de n'être encore et toujours que fournisseur de matières premières. En Côte d'Ivoire, on vise loin, plus loin. Donc comment comprendre qu'on peut passer pour un même épisode de 26 minutes de 100 000 francs CFA à 300 millions? En formant, en accompagnant, en aidant à ce que nos scénaristes atteignent un niveau international très élevé. Donc en faisant cela, non seulement nous garantissons en tant que RTI l'accès à des programmes de qualité que nous pourrons diffuser sur nos antennes, nous permettant à la Côte d'Ivoire de pouvoir capter des devises sur un secteur comme l'audiovisuel, qui est un secteur à très haute valeur ajoutée. Ainsi produits, ces contenus alimentent les chaînes locales et par-delà intéressent beaucoup les canaux occidentaux friands de diversité et de nouveautés, mais avant tout de production de qualité. Nous avons eu l'occasion de présenter le catalogue RTI Distribution, essentiellement composé de séries ivoiriennes de fiction, donc des séries produites avec vraiment des standards internationaux qui ont pu générer un engouement vraiment intéressant de la part d'acteurs internationaux et notamment des attentes en matière de coproduction de ces mêmes acteurs internationaux. En participant à des marchés audiovisuels de renommée tels que le MIP TV, la RTI investit non seulement dans la visibilité, mais plus encore dans la crédibilité du Made in Côte d'Ivoire. On reste dans le domaine de la communication avec le Bureau exécutif national des radios des régions et communes de Côte d'Ivoire, un bureau qui a été investi mardi dernier. Ses membres s'engagent à œuvrer au développement de ces radios dont le rôle essentiel est d'informer sur les affaires locales et de contribuer à la cohésion sociale. Christelle Nda et Francis Boifo. Le président du réseau des radios de proximité Denis Cazion et son bureau s'engagent à faire des radios de proximité de véritables outils de cohésion sociale et de développement local. Nos activités démarreront par une visite aux radios en vue de faire l'état des lieux, en recueillant les besoins, les difficultés, les peines, mais aussi les joies. Nous allons aussi remobiliser les ressources financières et techniques. Et je voudrais à ce niveau inviter et surtout prier les partenaires au développement à nous accompagner. Pour le président de la cérémonie, Ibrahim Sissavané,
L'encadrement des personnels des radios reste le défi à relever. Que les élus et les institutions fassent preuve d'une même volonté de donner à ces outils la place qui leur revient, c'est-à-dire être au service des populations. Sur 137 radios de proximité en Côte d'Ivoire, 78 appartiennent aux régions et communes. Ces radios émettent difficilement à cause de la vétusté du matériel. Un problème auquel les membres du réseau des radios de proximité comptent apporter des solutions les mois à venir. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, célèbre son 70e anniversaire. Samedi prochain, l'événement sera marqué par de nombreuses activités, notamment le lancement des festivités le samedi 9 à l'Étoile du Sud à Trècheville. Et c'est d'ailleurs dans cet hôtel qu'est né le parti en 1946. Une célébration placée sous le signe du rassemblement et de la renaissance. Le PDCI veut être un parti fort au sortir de cette commémoration. Gabriel Zani pour plus de détails. Né le mardi 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Trècheville, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire aura ce samedi 70 ans. Le parti a d'ailleurs choisi cette dernière date pour commémorer cet anniversaire qui le consacre comme le plus vieux parti du pays, mais désormais désireux de rajeunir, renaître et se repositionner pour la reconquête du pouvoir. Nous sommes dans un groupement politique, il faut des partis forts pour avoir un groupement politique fort qui va se transformer en parti unifié quand chacun va renoncer à son identité. Les festivités s'annoncent en grande pompe pendant 3 semaines avec des journées consacrées aux anciens, aux femmes, à la jeunesse et aux élus du parti. Ajoutez à cela un pèlerinage à Yamoussoukro le 23 avril sur les traces de Félix Houphouët-Boigny, le fondateur du PDCI. Le secrétaire du RDR chargé de la réforme de la fiscalité, le général Issa Coulibaly, a séjourné récemment dans le Sud Comoé pour remobiliser les bases du RDR dans cette partie du pays. Les échanges ont porté sur l'organisation des structures locales du parti et sur la création du parti unifié RHDP. Herman Niamien, reportage. 48 heures ont suffi au secrétaire national du RDR chargé de la réforme fiscale pour redynamiser les bases du RDR dans le Sud Comoé. De Grand Bassam à Aboasso, en passant par Diaké et Tiapoum, le général Issa Coulibaly a demandé à ses hôtes sortis nombreux le renforcement des structures de base, la création de bases de données fiables de tous les militants et beaucoup plus de cohésion en leur sein pour être les plus forts dans le prochain parti unifié RHDP. Les différentes sections, il faut les revisiter. Là où il en manque, il faut en créer, il faut actualiser celles qui existent. Peut-être sorte que nous ayons à la base un parti debout, un parti prêt. Le RHDP, c'est un instrument de paix, de rassemblement des Ivoiriens. En retour à ce message, les militants et responsables du RDR rencontrés, tout en exposant au général Issa Coulibaly leurs difficultés, ont salué cette mission de la direction du parti. Avec quelques quiproquos au niveau de l'unification du parti. Maintenant, je pense que tout est clair. Les militants d'Aboasso, en tout cas, sont prêts, galvanisés. Dans toutes les localités visitées, les émissaires du RDR ont rendu les civilités aux autorités administratives et coutumières avant chaque rencontre. Autre titre de cette édition, Patrick Guillaume Talon a prêté serment au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Il succède au président Boni Yayi qui a dirigé le Bénin pendant 2 mandatures. Le nouveau président du Bénin a annoncé qu'il ne fera qu'un seul mandat. Il s'emploiera à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition devant aboutir à la mise en place de grandes réformes politiques et institutionnelles. Notons bien qu'aucun chef d'État étranger n'a été convié à cette prestation de serment, comme le voulait le président élu, Maïssa Sako. Accompagné par son épouse, l'homme d'affaires Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle au Bénin, a prêté serment ce mercredi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Un peu plus tôt, il s'était entretenu à huis clos avec le président sortant Yayi Boni. Bien qu'ayant enregistré la présence de plusieurs délégations venues d'ailleurs, la cérémonie n'a enregistré la présence d'aucun chef d'État étranger. Un fait qui marque, selon Patrice Talon, une rupture avec les pratiques précédentes.
Le président élu du Bénin a souhaité une cérémonie très sobre à l'image de la santé de l'économie du pays. Pour son quinquennat, il veut se tenir loin des excès de table et des fêtes populaires futiles. Si l'État démocratique que nous aspirons à construire passe par des élections libres et transparentes tenues à bonne échéance, le vote du citoyen en tant que moyen d'expression de son adhésion à l'idéal démocratique doit être débarrassé de toute considération financière ou rétributive. Ici et maintenant, j'appelle à notre conscience citoyenne et à davantage de civisme pour faire cesser le règne de l'argent en politique. À peine investi, le nouveau président du Bénin est conscient des défis qui l'attendent. Deux autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Le président Patrice Talon, élu avec 65,35% des voix, contre 34,63% pour son rival Lionel Zessou, n'a promis qu'exercer un seul mandat. Et puis, retenez que les juges de la Cour pénale internationale ont décidé d'abandonner les poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto et son co-accusé Joshua Sang. Ils étaient poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations communes durant les violences qui avaient marqué la réélection contestée du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga, faisant plus de 1300 morts et 600 000 déplacés. Michel Digré. Faute de preuves, les juges de la Cour pénale internationale mettent fin aux poursuites contre le vice-président kenyan William Ruto et son co-accusé Joshua Sang, présentateur de radio. Cette nouvelle a soulevé l'enthousiasme des habitants d'Eldoré, une grande ville de la vallée du Rift et bastion de William Ruto. Ces deux hommes étaient accusés de meurtre, persécution et déportation commis en décembre 2007 durant les violences qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki face à Raila Odinga, une crise post-électorale qui avait occasionné 600 000 déplacés et 1300 morts. Pour la procureure Fatou Bensouda, la campagne d'intimidation des témoins a eu une influence sur le procès. Pas moins de 16 des 42 témoins avaient en effet changé leur témoignage ou refusé de témoigner citant des menaces ou des représailles. La décision est prise et nous devons la respecter. Il n'y a aucun doute qu'elle sera décevante pour les victimes. Toutefois, la décision, selon le communiqué de la CPI, est susceptible d'appel. Selon la majorité, cette décision ne requiert pas de nouvelles poursuites dans le futur ou dans une juridiction nationale, mais elle peut faire l'objet d'appel. Dans un communiqué, le président Kenyatta s'est félicité de la décision de la CPI qui, selon lui, met un point final à un cauchemar pour son pays. Il a par ailleurs appelé tous les Kenyans à participer le 16 avril prochain à une prière collective de réconciliation et d'unité nationale. On s'intéresse maintenant à une maladie qui fait beaucoup de victimes, c'est le diabète. Et pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé dresse un bilan de cette maladie chronique. Le nombre d'adultes diabétiques a quadruplé en 35 ans. En clair, près de 422 millions d'adultes dans le monde souffrent de diabète, soit 4 fois plus qu'en 1980. L'OMS tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce mercredi sur cette maladie chronique grave, souvent liée à l'obésité. Des chiffres qui font froid dans le dos. 208 millions en 1980, le nombre d'adultes souffrant du diabète a quadruplé. Il est passé à 422 millions en 2014, selon le premier rapport global publié par l'Organisation mondiale de la santé ce mercredi. Cette progression silencieuse mais exponentielle s'explique par la modification des habitudes alimentaires et du mode de vie des populations. L'augmentation des boîtes de conserve, la richesse de leur contenu en substances grasses et surtout la présence accrue de sucre dans les produits alimentaires
en sont les facteurs clés. Selon les études, au moins 166 millions de tonnes de kilogrammes de sucre sont consommées par an à travers le monde, tant dans les aliments que dans les boissons, un facteur clé de surpoids ou encore d'obésité. La zone la plus touchée par la maladie reste le sud du Pacifique, où le nombre de diabétiques augmente de 6% par an, une zone dans laquelle vit la moitié des diabétiques du monde. 3,7 millions de décès liés à la maladie ont été enregistrés en 2012. Les conséquences sur l'économie sont tout aussi dévastatrices que la maladie elle-même. Dans le monde, plus de 827 milliards de dollars, soit 413 500 milliards de francs CFA, sont investis par an, tant dans la recherche que dans les assurances maladie. Pour l'OMS, la solution est simple, le monde doit repenser son quotidien, s'alimenter sainement ou encore pratiquer du sport pour infléchir la courbe d'évolution du diabète. Voilà, l'élément sur le diabète a été proposé par Sylvie Touré. Demain jeudi, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent les pharaons d'Égypte, un match qui s'inscrit dans le cadre du deuxième tour aller des phases éliminatoires de la CAN 2016 qui se disputera du 8 au 22 octobre au Cameroun. Clémentine Touré et ses 18 filles ont quitté Abidjan depuis hier pour le Caire. Médaillée de bronze de la dernière CAN et des Jeux africains, elle vise un autre ticket qui leur permettra de disputer la compétition continentale pour la 3e fois consécutive. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et à très bientôt.